partout dans le monde. Encore une fois, vous écoutez l'heure du temps. Je suis votre hôte, Jimmy Bernier. Eh bien, les amis, je vais vous amener un pas de plus dans votre éducation ce soir. Je tiens dans mes mains, mes chers auditeurs, un vieux, très vieux livre publié en 1883 à Philadelphie par Collins and McNeill. Le nom de ce livre est In the Coils or The Coming Conflict. Encore une fois, le livre a été publié en 1883 à Philadelphie par Collins and McNeill. Le titre est In the Coils or The Coming Conflict par E.B.G. Il s'agit de la deuxième édition, ce qui signifie qu'il y avait une édition avant cela. Et il y a une citation ici par Wendell Phillips qui dit, je cite, « C'est la prochaine grande question que la nation doit relever et décider. » Fin de la citation. Et ce livre, mesdames et messieurs, est inestimable, car il décrit, il a été initialement copyrighté en 1882, en fait, pas copyrighté, mais entré selon une loi du Congrès en 1882 par A.P. McNeill dans le bureau du bibliothécaire du Congrès à Washington, D.C. Donc, si vous ne pouvez pas trouver cela nulle part ailleurs, il est à la bibliothèque du Congrès.
Ceci est à propos du combat d'un homme contre la franc-maçonnerie, et je vais vous lire une lettre qui commence à la page 237. Cette lettre est écrite par le docteur Groves et envoyée à un monsieur Dover. Brandon, 18 mai 1883. Mon cher ami, j'ai retardé une réponse à votre note de manière à ce que je puisse être en mesure de répondre complètement et avec un certain degré de certitude à vos deux questions. Je suis heureux de pouvoir dire que je connais personnellement votre neveu et que je l'ai en très haute estime. J'ai consulté plusieurs hommes influents dans notre village et nous convenons tous dans notre opinion sur Bates et ses perspectives dans ce district. Donc, je peux répondre à vos deux questions ensemble et utiliser le pluriel nous et notre au lieu de vous montrer mon opinion à moi seul. Nous croyons que Bates soit le meilleur candidat dans le domaine jusqu'à présent et il est possible qu'il aura notre soutien chaleureux. Nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de aucun de nos candidats, mais nous ne nous attendons pas à trouver celui qui nous convient en tout point. Nous pouvons toujours aider une personne et encore avoir une objection envers lui. Donc, en ce qui concerne Bates, nous avons une grave objection à lui, mais si ce sera de notre façon de le soutenir dépend des circonstances. Je suppose que vous voulez un simple énoncé de l'ensemble de la question plutôt que des promesses incertaines et flatteuses, et je ne serai pas gardé par la peur de vous offenser ou par une volonté d'office ou de popularité de déclarer clairement notre opposition à Bates et les circonstances dans lesquelles il peut probablement espérer notre soutien. Nous ne nous opposons pas à ses capacités, caractère moral, républicanisme, parent ou physique général pour le lieu. Nous le remercions de tout cela. Notre seule objection envers lui, c'est que par certains et plusieurs serments qu'il juge obligatoires, que nous ne considérons pas, cependant, il a promis son soutien à un monopole qui est plus puissant et dangereux que ceux auxquels il prétend s'opposer, et a juré son allégeance à un gouvernement qui revendique la suprématie sur tous les autres pouvoirs, soit de l'Église ou de l'État. En un mot, nous sommes au courant que M. Bates est un franc-maçon. Maintenant, nous savons que tout le monde qui entre dans les Maintenant, nous savons que tout le monde qui entre dans les loges jure pour appuyer la constitution de la Grande Loge de l'État et pour se conformer aux lois de toute loge dont il est membre, et aussi pour obéir à tous les signes réguliers, assignations ou tokens de tout maçon ou corps de franc-maçon. Maintenant, peu importe ce qui puisse lui être dit avant de prendre ce serment, après qu'il le fait, il lui est enseigné que l'autorité de la loge est absolue, l'alliance est irrévocable et ses obligations sont suprêmes. Dans General Hyman Reason, or The Freemason's Guide, nous lisons, je cite, « Le candidat, entrant dans la loge, est sur le point de se lier volontairement, absolument et sans réserve pour toujours. » Fin de la citation. Webb's Monitor dit, je cite, « L'alliance est irrévocable, même si un maçon peut être suspendu ou expulsé, quoiqu'il peut se retirer de la loge, voyager dans les pays où les francs-maçons ne peuvent pas être trouvés, ou devenir un sujet de gouvernement despotique qui persécute, ou un communiant des églises sectaires qui dénoncent la maçonnerie, il ne peut rabattre ou annuler son alliance maçonnique. Nulle loi de la terre ne peut affecter cela. Aucun anathème de l'Église ne peut l'affaiblir. Cela est irrévocable. » Fin de la citation. Encore une fois, ce même auteur maçonnique dit, je cite, « Le premier devoir du lecteur de ce résumé est d'obéir aux édits de cette grande loge. Bien ou mal, son existence même en tant que maçon se raccroche à l'obéissance à la puissance immédiatement mise au-dessus de lui. L'échec à cet infailliblement amène l'expulsion qui, comme une mort maçonnique, termine tout. Le principal crime impardonnable chez un maçon est la contumace ou la désobéissance.
Fin de la citation. Même si cela prend beaucoup de place dans ma lettre, permettez-moi de vous donner plus de témoignages avec les noms des témoins, qui sont tous des membres éminents de l'ordre et d'une grande autorité, et dont certaines œuvres sont dans presque toutes les loges et ont nécessairement un effet sur les membres. Je cite, que la cession de gré à l'autorité maçonnique est absolue dans le champ des emblèmes de l'ordre et perpétuelle peut être déduit de l'examen de l'emblème, la chaussure ou sandale qui est utilisée pour appliquer cette leçon de résignation. C'est du Morris Dictionary of Freemasonry. Je cite, la désobéissance est si subversive du travail de fond de la maçonnerie, dans lequel l'obéissance est si fortement inculquée, que le maçon qui désobéit s'assujettit à des peines sévères. C'est également du Morris Dictionary of Freemasonry. Je cite, une grande loge est investie du pouvoir et de l'autorité sur l'ensemble du métier relevant de sa compétence. C'est la Cour suprême d'appel dans tous les cas maçonniques, et à ce décret, l'obéissance illimitée doit être respectée par chaque pavillon et chaque maçon situé sous son contrôle. Le gouvernement des grandes loges est donc totalement despotique. Pendant qu'une grande loge existe, ses édits doivent être respectés et obéis sans examen par ses loges subordonnées. C'est de Mackey, Lexicon of Freemasonry, à la page 183. Je cite, pour nous-mêmes, nous nions comme maçons que tout gouvernement civil sur la terre a le droit de diviser ou de restreindre la juridiction maçonnique une fois établie. Cela ne peut être fait que par l'autorité maçonnique compétente et conformément à l'usage maçonnique. C'est du Grand Lodge Report. Une, je cite, sommation de cause de la loge ou grande loge lui est obligatoire, et doit-il refuser obéissance, il sera honteusement expulsé de la société avec des marques publiques d'ignominie qui ne pourront jamais être effacées. C'est du Morris Dictionary of Freemasonry, page numéro 29. Je cite, la désobéissance et le manque de respect à la hiérarchie maçonnique est une infraction pour laquelle le transgresseur se soumet à des peines. C'est de Mackey, Masonic Jurisprudence, page 511. Je cite, par conséquent, nous constatons que l'autorité du maître dans la loge est aussi despotique que le soleil dans le firmament, où il a été placé par le Créateur, ne déviant jamais de sa trajectoire habituelle, jusqu'à ce que la déclaration soit promulguée que le temps ne sera plus. C'est à partir de Oliver's Signs and Symbols of Freemasonry, à la page 142. Je cite, la trahison et la rébellion aussi, parce qu'ils sont entièrement des délits politiques, ne peuvent pas être mis sous enquête par une loge. Et même si un maçon peut être déclaré coupable de l'un de ses actes devant les tribunaux de son pays, il ne peut pas être maçonniquement puni. Et malgré sa trahison, rébellion, sa relation à la loge peut utiliser le langage, la langue des anciens devoirs. Maçon... Je recommence. La trahison et la rébellion aussi, parce qu'ils sont entièrement des délits politiques,